De nombreux jeunes veulent entreprendre, mais beaucoup ignorent encore l'une des premières étapes, à savoir l'élaboration du plan d'affaires. Qu'est-ce qu'un bon plan d'affaires? Quelle est son utilité? Comment en élabore-t-on un? Entrepreneuriat, comment élaborer un business plan? C'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Ce soir, nous parlerons de comment élaborer un bon business plan. Mais avant, je vous laisse découvrir le portrait de notre invité principal. Spécialiste en études de marché et montage de projets, Eric Abobé est directeur associé à Impact Hub Bamako. Il a rejoint cet incubateur de start-up en 2019. Outre l'élaboration de plans d'affaires, Eric Abobé et son équipe forment, coachent et accompagnent au quotidien de jeunes entrepreneurs dans divers domaines, allant du développement stratégique et planification au développement d'affaires, sans oublier la gestion de projets, le leadership ou encore la gestion financière. Titulaire d'une maîtrise en sciences techniques, comptables et financières de l'UIG Bamako, ce business developer a commencé sa carrière en 2009 au cabinet d'expertise comptable Sekadi en qualité d'auditeur junior. En 2012, il rejoint Oryx Energy en tant que chef comptable. Après 2 ans d'analyse comptable et de gestion des impôts et taxes, le jeune gestionnaire tape dans l'œil des recruteurs de Chine Mali Transport. De 2014 à 2018, il travaille au poste de directeur administratif et financier. Cette fonction permet à Eric Abobé d'étaler tout son savoir-faire en gestion, suivi et évaluation, le tout en manageant des équipes multiculturelles. C'est à la suite des succès enregistrés que ce trentenaire s'est engagé en 2019 avec Impact Hub Bamako. En 5 ans, ce directeur associé et des opérations a accompagné des milliers de jeunes à développer leur plan d'affaires. Le programme Construire le Mali de l'AFD, Yale Plus de Save the Children, The Next Economy ou encore le FASEJ sont autant de programmes à travers lesquels ce manager a partagé son expertise. Le directeur associé d'Impact Hub Bamako a un rêve, celui de bâtir un écosystème entrepreneurial durable et inclusif en Afrique de l'Ouest. Eric Abobé est l'invité principal de Entreprendre. Du bureau plateau, j'ai le plaisir de recevoir Eric Abobé. Il est tout simplement le directeur associé à Impact Hub Bamako. Monsieur Abobé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, donc vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes le directeur des opérations, directeur associé à Impact Hub Bamako qui existe depuis 2015. Tout à fait, Impact Hub, c'est la volonté de 4 personnes en 2015 de mettre cette marque, qui est quand même une marque assez sérieuse au Mali. Nous sommes la première implantation en Afrique francophone d'Impact Hub. Et actuellement, on se trouve également en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan et au Sénégal. Et il y a aussi un Impact Hub qui est à Cotonou actuellement et Togo qui sera bientôt aussi opérationnel. Donc nous sommes dans plus de 80 pays à travers le monde et Impact Hub, c'est un réseau mondial où il y a une réelle synergie et une réelle communication entre tous les entrepreneurs du monde. Est-ce qu'on peut avoir justement une idée du nombre d'entreprises que vous avez accompagnées jusque-là? Parce que quand on dit 2015 à nos jours, voilà, bientôt 10 ans. Exactement, bientôt 10 ans et Impact Hub, c'est quand même beaucoup de travail. Et en termes de formation, on a quand même formé plus de 5000 jeunes déjà. Et on a accompagné plus de 500 startups. Et on a quand même levé aussi plus d'1 million d'euros quand même de financement, rien que pour l'écosystème entrepreneurial au Mali. Alors, quand on parle justement de montage de projet, j'imagine que cela occupe une place quand même importante dans votre activité. Exactement, le montage de projet, c'est la base, pour ne pas dire c'est la feuille de route principale des entrepreneurs. Donc forcément, il est important de commencer par cela. Donc en moyenne, nous élaborons plus de 100 plans d'affaires. Nous accompagnons surtout à l'élaboration, parce que ça, on en parlera après en détail, et plus de 100 plans d'affaires par an.
Alors, comment monter son plan d'affaires et surtout, pourquoi avoir un plan d'affaires avant de se lancer en entrepreneuriat? Je vous laisse découvrir quelques éléments de réponse dans ce grand angle. 78% des jeunes Africains âgés de 18 à 24 ans envisagent de créer leur propre entreprise au cours des 5 prochaines années, d'après un sondage de l'Ishikowitz Family Foundation. Ce sondage a été réalisé en 2022 auprès de 4507 jeunes Africains originaires de 15 pays. Ce taux est particulièrement élevé au Malawi, dont 92%, au Rwanda, dont 89%, et en Ouganda, dont 89% également. Mais au Mali, il est de 55%. La plupart des jeunes sondés ont reconnu ne pas savoir ce qu'est un business plan, a fortiori son montage. Alors, un business plan est un document écrit qui permet de montrer à toutes les parties prenantes la viabilité d'un projet à travers la démonstration de la stratégie commerciale et financière. Le business plan, c'est votre plan de vol. C'est ce qui vous permet, c'est ce qui vous guide, c'est ce qui vous oriente par rapport à votre entreprise. Selon le fond, la taille et la nature de l'activité, le plan d'affaires peut varier. Mais la pratique ne change pas. 5 points constituent le business plan, selon les spécialistes. La première partie, c'est l'introduction. Et dans l'introduction, on doit d'abord présenter un peu le contexte, le pourquoi du projet, qui porte le projet, quelles sont les motivations, etc. de la personne. Et la deuxième partie, il s'agit de proposer maintenant les solutions qu'on apporte, que ce soit des produits ou des services. Là, on présente dans la deuxième partie. La troisième partie porte sur en fait le business model. Le business model n'est autre que comment est-ce que le porteur de projet ou l'entreprise naissante va faire pour gagner de l'argent. D'accord? La quatrième partie porte sur l'étude de marché. Dans l'étude de marché, il s'agit d'abord de faire un diagnostic interne et externe, c'est-à-dire les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Ça, c'est la stratégie SWOT. Nous avons d'autres méthodes de diagnostic telles que les 5 forces de la dynamique concurrentielle du porteur. Et selon la taille du projet, si le projet est d'envergure, il y a même une méthodologie qu'on appelle la méthode Pestel qui concourt à aller au-delà de toutes ces stratégies-là. Et en dernière position, en point 5, il vous faut forcément des prévisions financières. Ces prévisions financières vont vous permettre de savoir quels sont les besoins d'abord pour débuter, ensuite comment vous comptez financer en fait ce besoin-là, que ce soit par différents types de financement, financement sur fonds propres, financement bancaire, projet, partenariat, etc. L'étude de marché et l'aspect financier constituent des éléments essentiels d'un plan d'affaires abouti. Il faut savoir à qui vous voulez vendre. Il faut connaître leurs habitudes. Il faut connaître leur comportement. Il faut avoir une cible de la clientèle. Il faut savoir comment votre clientèle réagit, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle consomme. Et ça, c'est l'étude de marché qui vous donne tous ces plans-là, en fait. L'aspect financier est indispensable dans un business plan, en ce sens que les autres aspects du business plan n'auront de valeur que lorsqu'ils permettent d'aboutir à des prévisions financières convaincantes. Donc, à cet égard, on peut dire que l'aspect financier constitue l'aboutissement même du business plan. Pour cet expert en finance, un bon plan d'affaires présente la vision de l'entreprise de façon claire et précise, ainsi que les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Il faut que ce soit des moyens à la fois efficaces et efficients. C'est un business plan qui intègre une étude de marché fournissant le maximum d'informations utiles sur l'environnement de l'entreprise. C'est très important. C'est également un business plan qui intègre des prévisions financières cohérentes. Cohérentes avec quoi? Avec la vision et les objectifs de l'entreprise. Mais également des prévisions réalistes par rapport non seulement aux moyens de l'entreprise, mais également à l'environnement dans lequel l'entreprise va évoluer. Il faut également que ce soit un business plan qui démontre bien évidemment la viabilité non seulement technique, mais également financière du projet. Au-delà de la réalisation du business plan, les jeunes entrepreneurs maliens sont confrontés à de nombreux challenges liés à l'accès au capital, un environnement économique et réglementaire rigoureux, la corruption, mais pas que. En matière de montage de projet, il y a véritablement des challenges. Bon, je vais peut-être citer deux essentiellement. Les deux challenges les plus importants selon moi, c'est en fait l'accès à l'information. Malheureusement, nous sommes dans un environnement où on n'a pas un background, on n'a pas
on peut dire une base de données assez conséquente et sérieuse qui nous permet d'avoir des informations fiables et de qualité pour monter des business plans. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, c'est un peu la lourdeur administrative au niveau de l'État. Parce que tout ce qui est loi, etc., c'est un peu lourd. Et souvent, ça freine un peu l'élaboration de business plans, ça freine la confiance parce que malheureusement, il y a des idées qui sont très porteurs, mais nous avons une législation assez miette sur certains domaines, sur certaines activités, et ça freine un peu l'élaboration de très bons business plans qui sont bancables. Pour rappel, chaque année, l'Afrique compte 10 à 12 millions de jeunes sur son marché du travail. Mais seuls 3 millions obtiennent un emploi salarié, d'après un rapport de la Banque africaine de développement. Un business plan est avant tout un bon plan de vol, Eric Agbobé. Effectivement, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une feuille de route. C'est un élément qui permet à l'entrepreneur de savoir où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il met les pieds et comment il y va. Donc c'est un document primordial à prendre en compte. Est-ce que nos autres invités partagent cet avis? J'ai le plaisir donc de recevoir deux autres invités. Je vais commencer par présenter Madame Gabdo Guindo. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation également. Alors je rappelle que vous êtes la promotrice de Nimaba. Nimaba est une unité de transformation de produits agroalimentaires. Vous transformez notamment des jus, du mil. C'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, je suis Gabdo Guindo, promotrice de Nimaba. Nimaba, c'est la nouvelle initiative malienne de boissons et d'aliments. Nous sommes basés à Sikasso. Nous transformons principalement la pomme de cajou, la mangue, le zaban et le rognier en jus. Donc, dernièrement, nous sommes en train de produire de nouvelles gammes, notamment avec la transformation du mil, du riz et de l'arachide avec le didéré, qui est déjà un produit national, je peux dire tout le monde connaît ça, qu'on appelle également Jiminta, et le bendéré aussi, qu'on appelle Namti en Souré. Donc nous sommes en train d'innover un peu au niveau de l'emballage et mettre ça également sur le marché. J'ai le plaisir de recevoir notre troisième et dernier invité qui n'est autre que M. Modibo Diakité. Monsieur Diakité, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir chers auditeurs et auditrices. Vous êtes le président de l'Association pour le développement socio-économique et technologique de la jeunesse, ADEJ en abréviation. C'est ça. Pouvez-vous nous parler de votre ONG? Oui, notre ONG est une organisation qu'on a créée en 2007. À la création, on travaillait sur la création d'emplois pour les jeunes. Et à l'époque aussi, on était tous des jeunes diplômés sans emploi. Donc, nous avons, pendant plus d'une dizaine d'années, travaillé à côté des services techniques, notamment ANPE, APEJ, et le Fonds auto-renouvelable pour l'emploi, pour quand même non seulement faciliter l'accès des jeunes à l'information, mais à des opportunités, à des projets et programmes étatiques. Mais après ça, on a eu des partenariats avec certaines organisations internationales pour accompagner les jeunes, que ce soit dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais en même temps aussi sur la paix, la culture de la paix et de la cohésion sociale. Donc le volet entrepreneuriat que nous sommes en train de développer aujourd'hui, on l'exerce sur toute l'étendue du territoire national. Ah, sur toute l'étendue du territoire même national. À Kidal? Même à Kidal, on a un jeune qui est dans le domaine de la transformation du pot, et donc qui fait ça. Donc les sacs made in Kidal. Donc nous avons formé d'abord, nous formons d'abord les jeunes en entrepreneuriat. Et le démarrage de leur projet par le modèle d'affaires qu'on met en place. Après le modèle d'affaires, on va vers l'élaboration du projet ou encore le business plan. Parce que nous, dans notre dispositif, il y a ce qu'on appelle le coaching. Ce coaching-là permet aux jeunes, dans un premier temps, de tester et valider leur idée de projet sur fonds propres. Et ou bien s'ils sont en difficulté, on les met en contact avec des entreprises qui sont dans le domaine dans le même domaine que eux. Et ces entreprises-là deviennent leurs coachs pendant un temps. Et après, quand ils cernent toutes les réalités du marché, et après on les accompagne dans l'élaboration de leur business plan et la recherche du financement.
Bien, nous allons voir notre première infographie de cette émission. 78% de jeunes prévoient de créer leur propre entreprise dans une période de 5 ans. D'après un sondage de l'IFF, ce sondage montre simplement que l'état d'esprit a changé. Eric Agbobé, il y a quelques années, on disait que la majorité des jeunes voulaient avoir un emploi salarié. Aujourd'hui, on a quand même sur le continent de plus en plus de jeunes, 78% des jeunes sondés, qui veulent créer leur propre entreprise dans les 5 prochaines années. Oui, effectivement, quand on regarde le contexte actuel où malheureusement le marché de l'emploi ne peut pas absorber tous les jeunes qui sortent des universités, il est impératif que cette jeunesse-là cherche des débouchés. Et l'un des débouchés le plus important actuellement, c'est l'entrepreneuriat, pouvoir répondre à un problème de son environnement immédiat. Donc il est tout à fait normal qu'aujourd'hui on ait autant de jeunes qui souhaitent entreprendre, et pour nous c'est un réel challenge pour chaque pays, pour chaque économie, parce qu'il faut prendre en main ces jeunes, les orienter pour qu'ils soient demain des entrepreneurs assez forts. Madame Kindo, vous saviez dès le départ que vous vouliez entreprendre, ou c'est les circonstances de la vie qui vous ont poussé à entreprendre? Non, pour mon cas, c'est vraiment les circonstances de la vie. Donc, j'étais en stage ici à Bamako. Donc, c'est vers la fin de mon stage, qui était un stage de la pêche, que j'ai rejoint mon mari qui avait été affecté à Sikasso. Donc, je suis quelqu'un de nature qui est très famille. Donc, quand j'ai regardé un peu la situation familiale, je voulais avoir un peu plus de liberté sur les horaires, je dirais. Parce que j'ai regardé, je me suis dit, est-ce que si jamais j'avais un emploi, j'allais pouvoir m'entendre avec le patron? Surtout qu'avec les enfants, j'aime vraiment... Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais parce que je me suis dit que j'allais également avoir un lien avec la famille. J'allais pouvoir déléguer et être auprès de ma famille quand le besoin y est. Donc, vraiment, c'était ça. C'est vrai qu'on a quand même cherché du boulot, on n'a pas eu. Donc, l'entrepreneuriat aussi était une alternative, mais c'est plus vraiment pour être un peu plus libre sur les horaires. Monsieur Diakité? Oui, bon, c'est normal que beaucoup de jeunes rêvent de créer leurs entreprises, seulement que n'importe qui n'est pas entrepreneur. Et l'entrepreneuriat aussi, c'est une question de vocation, de conviction. Parce que bon nombre de jeunes tentent de créer leurs entreprises dans l'esprit que, en attendant d'avoir autre mieux qui n'est pas que l'entrepreneuriat. Et ceci, très généralement, ne peut pas réussir à être un bon entrepreneur. Donc, les jeunes, compte tenu des difficultés du chômage, veulent se lancer dans l'entrepreneuriat sans cerner tous les défis liés à l'entrepreneuriat. Donc, c'est à la fois, ils sont tentés, c'est ce qui explique aussi le taux de mortalité des entreprises qui se créent et qui meurent du jour au lendemain. Parce que toutes les difficultés liées à la mobilisation des ressources, à la conquête du marché, toutes les difficultés liées aussi à la gestion du personnel, et même la concurrence font de telle sorte que beaucoup de jeunes créent les entreprises. Souvent, ils ont des financements, après, ils ont des difficultés et lâchent. Et quand il y a une opportunité d'être enrôlé dans un emploi quelconque bien rémunéré ou dans la fonction publique, ils n'hésitent pas à abandonner les entreprises pour aller vers la fonction publique. C'est déplorable, d'autant que seul le secteur privé aujourd'hui est le secteur qui peut créer le maximum d'emplois que le secteur de la fonction publique ou bien le salarié. On poursuit en regardant cette autre infographie qui nous amène à parler de quelques obstacles que les jeunes entrepreneurs rencontrent en Afrique subsaharienne particulièrement. On parle bien sûr de l'accès au capital qui est le plus cité par les jeunes qui ont été sondés, 61%. On parle de corruption, 29%. On parle d'un environnement économique qui est compliqué, qui est difficile, 24%. Et on a la réglementation très rigoureuse qui arrive avec un taux de 23% des personnes sondées. Et là aussi, j'ai envie de dire, les difficultés, ce sont les mêmes. Est-ce qu'on doit tenir compte de ces aspects-là au moment où on veut mettre un business plan en place, Monsieur Diakité? Oui, vous savez, d'abord, il y a l'aspect politique ou l'environnement économique qui pèse beaucoup. Parce que dans les pays, il y a des facilités qui encouragent la création d'entreprises et qui
favorise la compétition et la compétitivité des entreprises. Et quand nous prenons le Mali dans un passé récent, il y avait toute une politique pour encourager les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat à travers les structures étatiques, en même temps la création d'appui et les facilités d'accès au crédit via des fonds de garantie, il y a le fonds de garantie pour l'emploi des jeunes au niveau de l'APEJ, mais ceci visait à encourager les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. Bon, maintenant, si ces fonds ne sont pas opérationnels, automatiquement ça joue sur le taux de succès des entreprises. Et ce qui fait que le climat des affaires devient morose et joue beaucoup sur l'évolution des jeunes entrepreneurs start-up sur le marché, parce qu'ils sont à rivaliser avec des gens qui ont plus de capital, plus de gros moyens et plus de capacités de distribution sur le marché, qui font que vraiment les jeunes entrepreneurs, si l'environnement politique et économique n'est pas favorable, ça joue beaucoup sur eux. Bon, Eric Agbobe, quand on regarde cette infographie, on se rend compte que la problématique est la même, hein, que l'on soit au Mali, que l'on soit en Côte d'Ivoire, que l'on soit partout en Afrique. Mais en réalité, quand on voit, c'est le niveau de difficulté qui augmente quelque peu en fonction des pays. Ouais, on peut dire en fonction des pays, aussi en fonction du type d'entreprise, parce qu'une grande entreprise n'a pas les mêmes obstacles qu'une petite entreprise, donc il faut carrément adapter le contexte au type d'entreprise, parce que ce n'est pas la même réalité, que ce soit en termes d'accès au capital, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de challenges à tous les niveaux, éventuellement, mais le défi reste quand même assez différent pour tout. Vous qui travaillez avec ces jeunes qui montent des projets, qui viennent avec leurs idées parfois de projets et vous les aidez, qu'est-ce que vous leur dites au regard de toutes ces difficultés qui sont là? Est-ce qu'il faut en tenir compte dès le départ dans son business plan, ou il faut le laisser penser que tout est facile et découvrir ça après? Bon, il faut surtout aller par étapes, parce que déjà, au fait, le business plan, c'est un état d'esprit en quelque sorte, parce que ça t'oriente, ça te guide, et que ce soit l'idée, que ce soit le marché, que ce soit le financement. Donc, il y a plusieurs étapes et chaque étape, au fait, a sa particularité. Par exemple, pour ce qui est de l'idée, déjà, il faut comprendre déjà à quoi est-ce que je réponds comme problématique. Donc, avant de résoudre cela, on ne peut pas parler de problèmes, de problèmes avec fiscaux et ainsi de suite. Donc, il faut aller étape par étape. Déjà, regarde, est-ce que l'idée de projet est une idée assez intéressante? Est-ce que ça répond à un problème au sein de l'environnement? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu apportes comme valeur ajoutée? Donc après ça, on passe maintenant peut-être au volet ressources. Comment est-ce que tu trouves l'argent pour ton projet? Qui te finance? Donc à chaque étape, au fait, sa difficulté. Donc il faut peut-être amener l'entrepreneur à aller étape par étape, et non tout de suite soit à le laisser voir les choses en rose ou à le remplir d'informations négatives tout de suite. Non, étape par étape, on répond aux questions, et c'est ça, au fait, l'intérêt du plan d'affaires. Madame Gabdou Guindo, lorsque vous lanciez dans l'entrepreneuriat, j'imagine que c'était en connaissance de cause, en tout cas au niveau de ces difficultés, quand on parle d'un environnement des affaires qui est difficile, quand on parle de la corruption qui est également là, comment est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous vivez cela? C'est des réalités qui existent, et comme on le dit, il faut s'adapter, parce que nous, quand nous avons commencé, ça a coïncidé déjà avec la crise sanitaire. Je rappelle que vous avez créé votre entreprise en 2021. Oui, c'est ça. Donc on était en pleine pandémie de Covid-19, en plein processus de transition. D'ailleurs, on est toujours dans le processus de transition. Exactement, c'était ça. Donc d'abord, on a déclenché le tout en 2021 vu que je faisais déjà les jus à la maison. Donc il y a eu la formation au sein de certaines entreprises, il y a eu la formalisation de l'entreprise. Il y a eu l'élaboration aussi du business plan bien avant que j'ai une structure pour le financement. Voilà. Donc après l'élaboration, donc j'étais là. Mais je me suis dit, bon, tu as déjà créé l'entreprise, il faut commencer. Donc, j'ai aménagé un petit local à la maison, recruté quelqu'un. Donc, c'est là-bas que nous avons commencé. Et nous sommes rentrés. Bon, la crise même sanitaire, c'est depuis 2020, disons. Donc, ça a commencé à s'empirer en 2021. Et donc, on a dû arrêter. Parce que déjà, sortir, c'était risqué. Vraiment, j'avais peur. Donc, on nous livrait certaines matières premières à la maison.
Mais ça a quand même mis un frein à beaucoup de choses. Il y avait par exemple des commandes d'équipements au niveau à l'extérieur par exemple qui ont été retardées, où il y a eu des rallongements sur les délais de livraison. Les vols, il n'y en avait pas beaucoup déjà. Il y a eu des augmentations sur le prix des transports, etc. Et c'est des choses qui ne faisaient pas partie du plan d'affaires. Donc souvent, il faut élaborer le plan d'affaires, c'est vrai, mais parfois nous sommes confrontés à des problèmes externes qui ne faisaient pas partie du plan au départ, mais déjà le plan est là. Le processus est lancé, donc il faut forcément s'adapter et essayer de trouver une solution et continuer, parce qu'on ne va pas rester là, on ne va plus baisser les bras, on a commencé, donc on continue. Donc la corruption est là, et c'est vrai que c'est aussi difficile d'avoir le financement, mais voilà, on ne va pas pour autant baisser les bras, nous allons continuer. Je vous invite à regarder ce premier point de vue qui va nous permettre de parler donc du business plan et de surtout comment mettre en place un bon planning de développement de son entreprise. Business plan, c'est un business plan qui est compris par le promoteur. C'est un business plan qui est porté par le porteur de projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est conscient du début à la fin que c'est lui qui porte le projet. Et c'est son idée de projet qui est en train d'être mise sur papier. Parce que c'est écrit. Après ça, qu'est-ce qui le différencie? C'est de le regarder, c'est de le considérer comme un document de planning du développement de son entreprise. Si l'entreprise a les financements, les jeunes doivent considérer le plan d'affaires comme réellement l'outil qui va lui permettre à chaque étape de regarder à quel niveau d'évolution l'entreprise se trouve. C'est ça un bon business plan. C'est un business plan réellement qui est porté et qui est respecté par les jeunes porteurs de projet. Le porteur de projet, c'est lui-même qui doit vraiment être là, suivre son projet, même si vous, les spécialistes, vous le lui écrivez. Ah oui, il doit suivre son projet et je pense que nous, notre rôle n'est pas totalement de lui écrire son plan d'affaires, mais plutôt de l'accompagner à le rédiger. Maintenant, ça dépend aussi du type de profil d'entrepreneur. Pour les grandes entreprises, c'est complètement différent. Les petites entreprises, moi personnellement, une entreprise qui commence doit se faire accompagner dans l'élaboration de son plan d'affaires, mais on ne doit pas élaborer son plan d'affaires à sa place. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est le premier moment où il passe. C'est comme lorsque vous avez un enfant. C'est le premier moment où vous passez avec votre enfant pour comprendre peut-être les premiers gestes de cet enfant-là. Donc, il faut qu'il fasse son plan d'affaires. Déjà, qu'il prenne une formation sur c'est quoi un plan d'affaires. On a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas c'est quoi un business plan. Au Mali, je pense qu'il y a que 50%, je pense, qui savent c'est quoi un plan d'affaires. Donc, déjà, qu'ils comprennent c'est quoi un plan d'affaires, c'est quoi l'importance au fait que moi-même je fasse mon plan d'affaires. Ensuite, je peux me faire accompagner. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, étape par étape, à chaque étape, le jeune se pose des questions. Je vends mon produit et service, c'est quoi mon produit, pourquoi je le vends, pourquoi est-ce que je choisis ce produit, pourquoi est-ce que les gens vont acheter ce produit. Donc à chaque étape, nous on est là pour l'accompagner, pour lui expliquer, pour le faire redescendre sur terre, parce qu'on a vu beaucoup de plans d'affaires très enjolivés. Voilà. Donc notre rôle c'est principalement ça. Et monsieur Diakité, oui. Quand on parle de plan d'affaires, quand on parle de montage de projet, on fait allusion à quoi exactement? En fait, on fait allusion de traduire ses idées en actes. Et tout part de l'idée. Mais il y a aussi question de profil et de qualification. C'est-à-dire? Très jeune, la majorité des jeunes qui sont porteurs d'idées de projet, soit ils ont vu une expérience ailleurs, ils pensent que cette expérience, ils peuvent le mettre en pratique et ils s'aventurent dans la recherche d'action pour pouvoir mettre en place quelque chose de genre qu'ils ont vu ailleurs. Donc, ils sont dans l'imitation. Et très généralement, ces jeunes-là, sans expérience et sans profil, connaissent des difficultés, comme il y en a qui ressuscitent aussi. Il y a question de profil ou de qualification. Il y a certains secteurs d'activité ou bien de domaines d'activité. Il faut forcément avoir une première expérience là-dedans pour pouvoir se projeter à exercer ou à évoluer dans ce domaine. Dans ce Faites allusion à quel secteur, par exemple? Par exemple, quand on prend les secteurs technologie,
Quelqu'un d'autres profils qui n'a pas beaucoup évolué dans ce secteur-là ont des difficultés à évoluer parce que ça demande beaucoup de compétences techniques. Et que ce soit la création des sites web, le développement des outils de gestion, et ainsi de suite. Ça, il faut forcément avoir des compétences techniques dans ce domaine pour pouvoir se lancer là-dedans. Donc, un jeune qui vient à nous, qui veut créer son entreprise, on essaie d'analyser son parcours, toutes ses expériences, ses études, ses qualifications, voir, c'est-à-dire la cohérence entre le porteur de projet et son idée d'affaires. Donc, s'il n'y a pas une grande cohérence, lors de l'examen de son projet, même lors des tests d'interview auprès des bailleurs ou des banques, ils ont souvent des difficultés à mieux vendre leur projet. Donc c'est pourquoi il faut qu'il y ait une cohérence entre l'idée, le profil et les compétences du jeune porteur de projet d'entreprise. Madame Gabdo Guindo, Oui. alors vous avez naturellement mis en place un business plan avant de démarrer. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Comment vous avez fait pour l'élaborer? C'est vous-même qui l'avez élaboré, rassurez-moi. Oui, bien sûr, ça s'est passé? avec de l'aide. Voilà. Avec de l'aide. Donc déjà, comme on le dit souvent, pour entreprendre, il faut identifier d'abord un problème et essayer d'apporter une solution. Donc moi, j'étais dans une région qui était vraiment propice pour les fruits et légumes, mais peu exploitée. Donc, comme à la maison, déjà, je faisais un peu de transformation par-ci, par-là. Donc, après des formations, j'ai identifié la pomme de cajou. Sikasso, c'est la zone propice pour la production de pommes de cajou. Je me suis dit, c'est un produit, on l'a délaissé parce qu'on se dit que c'est toxique avec le lait. Donc, nous avons valorisé la pomme de cajou. Mais bien avant cela, on a d'abord fait des formations par-ci, par-là. On s'est renseigné, on a fait des recherches, on a commencé à monter le business plan parce que ça a coïncidé, quand moi j'ai juste voulu commencer, ça a coïncidé avec un appel à projet. Donc nous avons commencé l'élaboration du business plan et je dois dire que ça nous aide parce que quand l'idée est là à chaud, il y a beaucoup d'aspects qu'on ne prend pas en compte. On se dit non, ça va marcher, mais au fur et à mesure qu'on fait l'élaboration du business plan, on se rend compte que c'est pas aussi facile qu'on le pensait. Tu penses peut-être qu'avec 10 000 francs ça va aller, mais il te faut au moins 30 000, 40 000, 50 000. Donc après l'élaboration du business plan, il fallait postuler en ligne. Donc on a fait, mais malheureusement à la proclamation des résultats, on s'est renseigné, apparemment on n'avait pas reçu mon business plan. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Quelque chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir essayé. J'ai quand même mis le business plan de côté, sachant que le coût total du projet, je n'avais pas forcément le fonds pour le coût total du projet, mais j'ai commencé avec le peu de moyens que j'avais. Et ça m'a aidé parce que ça te permet de faire des expériences. Donc, on a dû faire face à des pertes de production, à la gestion du personnel, on a dû la négociation avec les fournisseurs, les problèmes logistiques. On s'est rendu compte que c'est vraiment pas facile. Mais ça nous a permis d'avoir une certaine expérience. Donc, au fur et à mesure, après, il y a également eu l'offre du FACEJ. Donc avec le cabinet CADP, avec M. Malik Tembeli, on a encore revu le business plan. Donc au fur et à mesure, avec l'expérience que j'ai eu à faire quand j'ai commencé, donc on a pu peaufiner encore de nouvelles idées, mettre en place de nouvelles stratégies, élaborer un nouveau business plan et c'est avec ça qu'on a postulé. Et même là encore, les difficultés, ça vient toujours. Mais justement, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées lors de l'élaboration de ce business plan? Les difficultés, pour l'élaboration même, je ne dirais pas qu'il y a eu de difficultés. Comme je le disais, j'avais une petite expérience. Donc, c'était plus facile pour moi vraiment de traiter le sujet. Donc, même pour le comité, c'était facile parce que j'avais déjà la main à la pâte. Donc, ça a été vraiment facile. Mais c'est après, parce que ça a coïncidé avec, comme je le disais, il y a eu la crise sanitaire et également la crise sociopolitique au pays. Donc, il y a eu la fermeture des frontières, toujours liée à la logistique, bien sûr. Donc, il y a, par exemple, quand on me dit qu'il faut tel montant pour faire venir une machine et que malheureusement, ça coïncide avec l'embargo, tu ne peux plus faire rentrer. On te dit non, nous n'allons pas pouvoir vous expédier la machine parce que nous ne vous connaissons pas. Il faut envoyer quelque chose au moins pour qu'on puisse faire. Donc, ça a été vraiment difficile. On a dû décaisser des montants sur le fonds propre parce que voilà, il fallait respecter ce qui était déjà dans le plan. Mon facilitateur, M. Tembeli, c'est quelqu'un, à chaque fois qu'il y avait un problème, qu'est-ce qui est dit dans le business plan? Ça, c'était sa question.
Donc, au fur et à mesure qu'on avançait, il fallait faire attention à ce qui était dans le business plan. S'il y avait un problème, il fallait trouver une solution, contourner ce problème-là et continuer. Qu'est-ce qu'il y a dans le business plan? À chaque fois, on l'a renvoyé à son business plan. C'est ce qu'il faut faire. Il faut toujours, quel que soit le problème, quand on a mis son business plan en place, on l'a validé, il faut toujours recourir à cela, messieurs. Oui. Vous savez, quand on ne renvoie pas les jeunes à son business plan, il risque de commettre beaucoup d'erreurs. Parce que le business plan, comme le co-débatteur l'a dit, c'est un outil d'aide de prise de décision, d'orientation du porteur de projet. Donc, cet outil d'aide de prise de décision, de l'atteinte des objectifs, une fois que le jeune quitte son business plan, il ne sait plus où mettre les pieds. C'est pourquoi celui qui est chargé de l'encadrer doit lui ramener forcément à son business plan pour qu'il ne déborde pas. Par exemple, la maîtrise des décisions, la maîtrise des dépenses. Très généralement, elle a posé un problème. On peut élaborer le business plan avec un coût. Entre-temps, il peut y avoir une augmentation des prix ou il peut y avoir une diminution. Si c'est une diminution, c'est quand même à la faveur du porteur du projet. Mais si c'est les aspects politiques ont fait qu'il y a une augmentation, il faudra en ce moment revenir vers le partenaire, expliquer la situation du fait que le moment qu'on a élaboré le business plan, on avait prévu telle chose, mais dans la pratique, il y a telle chose qui se passe maintenant. Et qu'en concertation avec le partenaire, que vous puissiez vraiment vous entendre sur les nouvelles dispositions à prendre. Mais si vous laissez seulement le jeune sans lui parler, vraiment de rester collé à son business plan, parce que le business plan, il y a un engagement derrière le business plan. Cet engagement, vous devez l'honorer. C'est lequel? D'abord, le pacte avec le partenaire qui vous accompagne. Les bailleurs, quand ils décident de vous accompagner, parce qu'ils trouvent quelque chose comme des quintessences dans votre business plan. Et si vous voulez sortir hors cadre de cet engagement, vous vous exposez à plusieurs choses, notamment peut-être au retrait des fonds. Eric Aboubé. Déjà, moi, je pense qu'il faut que le plan d'affaires parle à l'entrepreneur. Vous savez, on ne peut pas avoir une feuille de route et ne pas avoir des moments de check. Et je pense que c'est ces moments de check qu'on lui demandait de faire en lui disant va regarder le plan d'affaires, parce que le plan d'affaires, au fait, une fois que c'est fait, il faut le traduire en plan d'action. Que ce soit un plan d'action pour les activités à mener et un plan d'action financier, notamment sur les décaissements et les encaissements prévisionnels. Et il faut souvent statuer pour dire, ok, j'ai prévu tel montant pour telle chose, est-ce que au moment où je veux le faire, est-ce que c'est pareil? Donc en regardant ton plan d'affaires, forcément tu fais un état des lieux et tu te réorientes par rapport à la situation actuelle. Et je pense qu'ils ont bien résumé ça. Je vous invite à regarder cette autre donnée qui va nous permettre de parler de l'emploi en Afrique. Vous travaillez d'ici à 2030. Les compétences numériques sont essentielles, de 50 à 55% au Mali et au Kenya. En Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Rwanda, c'est de 35 à 45%. Et au Mozambique, c'est de 20 à 25%. Messieurs, madame, les compétences numériques sont aujourd'hui importantes. J'ai envie de dire, quel que soit le domaine où il faut aujourd'hui relativiser, mais quand on voit qu'au Mali, c'est quand même assez élevé. Monsieur Diakité. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes beaucoup en retard par rapport à l'exploitation des compétences numériques. C'est vrai qu'on dit, quand on voit les statistiques, on dit qu'on est en avance par rapport à d'autres pays. Mais jusque-là, les potentialités liées aux compétences numériques ne sont pas totalement explorées par les jeunes et par même les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à s'adapter aux réalités. Aujourd'hui, plus d'emplois peuvent être créés à travers le numérique que les autres secteurs classiques, formels et étatiques. Nous, par exemple, chez nous, quand on vient, tout ce qui est le développement des web médias, social work, le e-commerce, ainsi de suite, sont liés aux compétences numériques, n'est-ce pas? Mais il y a combien de personnes qui utilisent ces compétences numériques à bon escient? On prend le e-commerce.
Il y a beaucoup de personnes qui ont des qualifications. Ils pensent que e-commerce, c'est de poster des choses sur son statut, profil Facebook, et ainsi de suite. Et ils se contentent de là. C'est vrai, ceux qui ont des grands auditorat peuvent trouver leur compte, mais ça va. Il y a beaucoup de choses qui vont au-delà. Il y a par exemple ce qu'on appelle le bootstrapping. Et bootstrapping, ça c'est des domaines où encore vraiment tous ceux qui sont dans le commerce numérique doivent être en mesure de les maîtriser. Bon, les entreprises aujourd'hui sont internationalisées, c'est-à-dire il n'y a pas de frontières entre les entreprises maliennes, sénégalaises et autres. Et c'est pourquoi, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'acheter des produits sur Alibaba et autres là, pour quand même pouvoir le revendre. Mais il y a des jeunes qui font faillite tout d'un coup, parce qu'il y en a qui disent, ils facilitent cette expression sur les réseaux sociaux. Non, tu fais seulement sur Alibaba, quand ça arrive, non, tu as tel nombre de bénéfices. Et dans la pratique, quand tu investis d'argent dans ça et que après les produits sont livrés, tu te rends compte qu'il y a des difficultés d'écoulement, il y a des difficultés vraiment de marché, et même ce qu'on appelle la maîtrise même des outils de communication liés au numérique. Vous ne les maîtrisez pas parce qu'il y a une formation autour. Bon, si vous n'avez pas toutes ces compétences-là, vous les exploitez très mal. Et c'est ce qui fait que moi je dis les compétences numériques sont essentielles. Ça offre beaucoup d'opportunités et beaucoup de création d'emplois pour les jeunes, mais les jeunes jusque-là vraiment ont du mal à les maîtriser. Gabdo Guindo, Oui. les compétences numériques, notamment pour communiquer dans le cadre de vos activités, vous en tenez compte aujourd'hui? Oui, bon, il faut forcément tenir compte des compétences numériques pour vendre aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, nous sommes dans une ère où forcément il faut aller vers le numérique pour se faire connaître, s'ouvrir à d'autres horizons. Et comme on l'a dit, il faut également avoir des compétences, chacun son domaine. Quand on n'est pas forcément compétent dans tel domaine, il faut faire appel à certaines personnes. Parce que récemment, j'ai vu une vidéo où on parle même de logo. Il faut faire appel à des experts parce que c'est pas. La personne disait que c'est pas parce que tu as un restaurant qu'il faut faire un logo avec une marmite et une fourchette. Et forcément, c'est ce qu'on s'est dit quand on est, par exemple, moi dans l'agroalimentaire, nous venons avec du mil par-ci, de la mangue par-là. On se dit que forcément, c'est lié. Dès que la personne voit le logo, la personne fera référence. Voilà, il saura dans quoi est-ce qu'ils exercent, mais c'est pas forcément ça. On peut être dans l'agroalimentaire et ne pas forcément avoir de fruits ou de céréales sur le logo. Donc, c'est des expériences qu'il faut, je dirais plutôt, c'est des compétences qu'il faut avoir quand on n'a pas fait appel à des experts pour nous accompagner déjà à travers la conception du logo. Il faut faire appel à des créateurs de contenu parce qu'on nous le dit, on ne cessera jamais de nous dire il faut communiquer sur les réseaux sociaux pour vendre aujourd'hui. Nous vendons, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok qui est, je dirais, un peu moins sérieux parce que Facebook, Instagram, c'est plus sérieux, plus le professionnel. Donc, quand on sait qu'on ne peut pas gérer, il faut faire appel à des personnes qui ont la compétence pour faire cela à notre place et ensuite vendre. Donc, c'est vraiment nécessaire, on est obligé de s'adapter. Éric Abobé, les projets que vous accompagnez, est-ce que vous sentez cet engouement vers le numérique? Oui, en fait, le numérique, c'est plusieurs phases. Permettez-moi de revenir sur une phase importante qui, je pense, est essentielle avec la thématique que nous avons. Déjà, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir des données, notamment sur telle activité que je veux mener, en étude de marché, avoir des données en ligne, c'est pas évident. Il faut souvent passer par 1000 chemins, 1000 personnes exactement. Donc, je pense qu'à ce niveau, comme on n'est pas très desservi au Mali, je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus sur la collecte des données numériques de façon à ce que les entrepreneurs aient accès à ces données. Quand tu dis à un entrepreneur, fais ton étude de marché toi-même, la première chose qu'il te dit, c'est je ne sais pas où trouver les informations. Donc, il y a ce volet-là qui est très important. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup plus d'entreprises qui s'orientent vers le numérique et c'est bon, en même temps, c'est pas bon parce que aujourd'hui, quand tu demandes à un entrepreneur, un jeune entrepreneur, quelle est ta stratégie de communication, il va te dire, moi, je vais faire booster sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait que ça limite beaucoup la réflexion sur tout ce qui est lié au marketing, alors qu'il y a plusieurs stratégies de marketing qui existent. On a le guérilla marketing qui est là, qui est une approche plutôt directe et qui fait beaucoup plus parler que les réseaux sociaux. Et
Le numérique, ça a son atout parce que ça rapproche aussi rapidement les gens, mais en même temps, ça fait aussi que derrière, ça bloque un peu les jeunes dans leur créativité. Et il y a de plus en plus aussi de jeunes qui se tournent vers les métiers du numérique, effectivement. Entrepreneuriat, comment élaborer un business plan? C'est le thème de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans une poignée de secondes pour la seconde partie. Rebonsoir et merci de suivre cette seconde partie d'Entreprendre. Je vous rappelle que notre thème est entrepreneuriat, comment élaborer un business plan. Et je suis toujours en compagnie de nos trois experts. Merci madame, merci messieurs d'être restés sur le plateau. Je vous invite à regarder cette autre donnée qui va nous permettre de parler de l'Afrique. Réduire le taux de chômage des jeunes par rapport à celui des adultes permettrait au continent africain de gagner 10 à 20% de son PIB. Vous imaginez, on le dit tout le temps, on l'a dit la dernière fois, l'Afrique est le continent le plus jeune au monde, mais si on réussit à réduire le taux de chômage des jeunes, cela permettrait de booster le PIB de 10 à 20%, Eric Agbobé. Effectivement, d'ailleurs même c'est une politique que nous embrassons totalement, parce qu'au niveau de Impact Hub, on a mis en place une école qu'on appelle la Numérique Academy, qui est une école de reconversion qui permet aux jeunes qui sont sortis peut-être des facultés de pouvoir apprendre d'autres métiers. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'un des éléments les plus importants, c'est d'offrir des opportunités aux jeunes, que ces jeunes-là aillent chercher ces opportunités, pas seulement dans un seul domaine, mais sur plusieurs domaines. Donc il est impératif pour peut-être chaque acteur de l'écosystème de pouvoir proposer plusieurs types de solutions éventuellement à ces jeunes-là. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là qui viennent vous voir et qui vous disent que bon, moi j'ai l'idée de projet, mais je ne sais pas par où commencer, qu'est-ce que je dois faire? Vous leur dites quoi, monsieur Diakité? Déjà, vous avez accompagné combien de jeunes jusque-là, si on prend l'année civile 2024? L'année civile 2024, parce qu'il y a ce qu'on appelle les jeunes qui ont créé leurs entreprises et ce qu'on appelle les jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Quand les jeunes viennent chez nous, que ce soit pour le besoin de création d'emploi, accès à l'emploi ou que ce soit pour le besoin de création d'entreprise, et nous, on a un dispositif qu'on appelle le dispositif d'accompagnement à l'emploi qui consiste à évaluer les compétences des jeunes, les potentialités des jeunes, ses objectifs, ses visions et même aussi ses projets personnels et professionnels. On rentre un peu là-dedans pour pouvoir quand même leur parler tout ce qui peut les amener à être, s'ils veulent travailler comme employés, à être des bons employés. Parce que vous savez, tout le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est un problème de ressources humaines. Les jeunes, ils disent qu'ils veulent travailler. Quand ils doivent travailler, ils commencent à travailler. Ils te disent tout le contraire qu'ils font au démarrage. C'est un blocage, c'est un manque à gagner pour l'économie. Maintenant, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, on les prépare par rapport aux défis de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas penser qu'on quand j'ai un financement de 5 millions, 10 millions, tout de suite je suis mon propre patron, donc je peux faire tout ce que je veux. Et qui ne produit pas ne consomme pas, et qui ne consomme pas meurt. Ça, c'est les entreprises qui fonctionnent dans la production. Et les jeunes, on leur fait croire que bon, quand vous êtes patron, vous êtes le premier ouvrier de votre boîte, vous devez travailler et avant et après les employés. Donc, se mettre dans la peau des patrons, d'autant que vous n'avez pas encore réussi à mettre un système qui fonctionne correctement, que vous soyez là ou pas, vous ne pouvez pas être un bon patron. Donc, cette valeur, cette mentalité qu'on inculque sur les jeunes, très généralement, ceux qui viennent dans l'esprit que je vais créer mon entreprise, ils réfléchissent des fois encore avant qu'on leur dise, bon, vraiment, je vais lancer mon entreprise. Mais les plus audacieux, ou bien ceux qui parviennent à nous rassurer, vraiment qui restent motivés et engagés derrière leur entreprise et qui peuvent réussir. Et en ce moment, on développe des dispositifs d'accompagnement. Justement, en parlant de dispositifs d'accompagnement, Eric Agbobé, quelqu'un qui veut monter son projet, son business plan, quelles sont les étapes à respecter? Et déjà, il faut travailler sur... il y a plusieurs étapes déjà, mais il y a des préalables avant même de commencer à travailler sur le plan d'affaires. Déjà, il faut comprendre l'idée. Parce que c'est important pour l'entrepreneur de se dire, ah, je mets en place un projet et il faut que ce projet
que je mets en place puisse me rapporter quelque chose. Donc, dans quel environnement est-ce que je place ce projet? Est-ce que l'environnement est très concurrentiel? Est-ce que c'est avantageux? Et au fait, ça découle directement dans ce qu'on appelle l'étude de marché, où il faut comprendre les concurrents, la cible, ainsi de suite. Donc, il y a ces préalables déjà qu'il faut que l'entrepreneur lui-même comprenne, parce que nous n'allons pas le faire à sa place. C'est hyper important qu'il fasse un premier travail, parce que c'est son environnement, c'est son écosystème, il le comprend. Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant, on peut commencer à étudier tous les autres aspects, notamment sur les ressources, notamment quels sont les investissements qu'il faut, comment on les obtient, éventuellement, est-ce que c'est par fonds propres, est-ce que c'est par prêt bancaire, ainsi de suite. Et à chaque étape que nous avons, on fait ce qu'on appelle de l'ajustement. On a tout à l'heure vu dans une diffusion où il parlait de 5 grandes étapes, mais aujourd'hui il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Et ça ne dépend pas du type d'entreprise finalement? Si, on peut dire que ça dépend du type d'entreprise et ça dépend aussi du type de projet. Par exemple, il y a des projets où carrément, des projets très innovants où on utilise même le Lean Canvas dans le plan d'affaires. Donc ça dépend vraiment du type de projet, mais il y a des lignes quand même qui sont quand même assez communes, notamment sur l'étude du marché, la stratégie marketing, les produits et services, la description du projet pour que les gens comprennent éventuellement. Et c'est à peu près ces genres d'étapes. Et une fois qu'on finit, au bout du compte, et d'ailleurs, ça qui fait reprendre le plan d'affaires, c'est le plan financier. Parce qu'à partir de là, la vie est en rose. Voilà, souvent, on comprend au fait qu'il y a beaucoup d'inadéquation entre le marché de l'entrepreneur, c'est-à-dire au fait comment est-ce qu'il voit la chose et la réalité. Parce que nous, souvent, ce que nous faisons même, des fois, c'est que pour chaque étape que nous faisons, nous avons un questionnaire que nous remettons à l'entrepreneur pour qu'il aille, par exemple, interroger sa cible. On a souvent fait face à des cas où l'entrepreneur te dit « Ah, moi, je veux lancer mon projet tout de suite, mais dans 2-3 ans, je vais aller au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, alors qu'il faut déjà conquérir ne serait-ce que ta commune. » Et ça, il faut commencer par ça. Donc, c'est des études du marché quand même qui sont assez claires, parce que c'est des données que tu ne trouveras peut-être pas forcément sur Internet, qui parlent d'un quartier ou d'une commune. Donc, il faut spécifier, adapter l'étude du plan d'affaires de l'entrepreneur, éventuellement, à son environnement immédiat. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent que quand on veut lancer un projet, on va sur l'Internet, on va collecter les données et les mettre dans son plan d'affaires. Ou bien, ils font souvent le copier-coller. Il y a des bureaux aussi qui aident les jeunes dans ce chemin. Mais c'est des projets qui ne ressuscitent pas. Quand un jeune veut lancer son entreprise, le travail préalable, comme le co-débatteur l'a dit, c'est d'être sur le terrain. Et être sur le terrain ne signifie pas aller interroger un point de personnes et revenir. Non seulement il faut interroger les points une dizaine, une centaine de personnes, mais il y a ce qu'on appelle, pendant la phase de validation, il se peut que les données au départ et les données des dernières minutes peuvent avoir des changements. Et chaque fois, il y a une mutation sur le marché. Et ces mutations affectent beaucoup les entreprises. C'est qu'il y a des choses qui pouvaient marcher il y a juste 2 ans. Cette année, ces choses ne marchent plus. Et si toi, tu calques ton projet sur les réalités des dernières années et que ces réalités ont commencé à changer, vous faites une fausse route. Et ça arrive beaucoup à nos jeunes qui viennent, qui croient que, bon, telle personne a commencé tout de suite, il l'a reçu, mais il l'a reçu avec quel secret? Si vous n'êtes pas dans son secret et tout de suite vous voulez limiter, ça ne marche pas. Gabdo Guindo, vous avez réussi avec quel secret? Déjà, ce que moi je vais ajouter comme contribution à ce que M. Diakité a dit, c'est que c'est vrai que quand on se lance, on se dit que c'est pour être son propre patron. Moi, je l'ai dit, je me suis dit j'allais avoir un peu plus de liberté. C'est vrai qu'il y a la liberté financière qu'on guette, mais je me suis dit que je regarde les fonctionnaires, je me dis, ah oui, se lever tous les matins, aller au travail avant 7h30. Non, moi je préfère avoir au moins un peu plus de liberté sur les horaires. Ce qu'on oublie, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu dois travailler 2 fois plus. Non seulement tu te réveilles très tôt, tu commences avant tes employés, les employés finissent, ils partent et tu continues. Tu n'as pas de sommeil. C'est-à-dire même en dormant, il y a la réflexion qui est là. Est-ce que je ne peux pas faire ci? Est-ce que je ne dois pas changer cela? Donc c'est vraiment compliqué. Donc c'est vrai que quand on commence, Monsieur Eric aussi l'a dit, on a tendance à enjoliver souvent dans les business plans. Donc moi je me dis que c'est indispensable, faire un business plan, c'est vraiment indispensable. Mais ce n'est pas comme si également c'était une obligation. Tu veux entreprendre, il faut te lancer, il faut passer à l'action. Au fur et à mesure que tu continues, tu as le temps de faire les erreurs, d'apprendre de tes erreurs, de les corriger. Et ensuite, pourquoi pas aller ensuite vers les incubateurs, leur parler. Maintenant, j'ai commencé à la maison ou j'ai commencé par-ci, par-là, avec tel moyen. J'ai remarqué qu'il y a ceci, il y a cela. Il y a l'élaboration du business plan qui viendra. Ensuite, ils vous diront, oui, mais quand vous aviez commencé, peut-être que vous avez fait ci, mais il fallait peut-être changer. Pourquoi ne pas aller? Ils vont vous aider.
Donc le business plan est indispensable, mais je pense qu'il rien ne vaut l'expérience qu'on fait sur le terrain. On va se blaguer si tu es entrepreneur, tu vas réussir. On avait ce rêve-là en tête, on se voyait loin, mais vraiment rien ne vaut l'expérience, voilà, est tout autre. Je vous invite à suivre ce point de vue et on se retrouve juste après. La plupart des gens qui nous sollicitent pour un accompagnement ont tendance à commettre une erreur de fond, surtout quand vous vous adressez à un investisseur, c'est de faire un business plan qui enjolive la réalité, qui montre votre projet sous un angle très flatteur et dans les faits, ça ne résiste pas à une analyse rigoureuse. On le voit par exemple sur la partie modélisation financière dans le BP. Donc quand les gens vont nous proposer un prévisionnel financier, notamment donner des indications par rapport à leur chiffre d'affaires prévisionnel, par rapport à l'évolution de leur EBE, qui est un indicateur clé pour nous dans notre analyse, l'excédent brut d'exploitation, ils ont tendance à faire des hypothèses très optimistes. Il n'est pas rare de voir souvent dans des business plans des taux de croissance à 2 chiffres d'année en année et cela est très souvent peu plausible et ne résiste pas à l'analyse des faits. Donc si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est de dire les choses telles qu'elles sont, c'est de construire des hypothèses de croissance le plus réaliste possible, le plus objectif possible, de ne pas mettre des choses mirobolantes de sorte à séduire un financier, mais qui dans les faits ne tiennent pas du tout la route. Ça, c'est une erreur qu'on voit fréquemment dans des business plans, et même quand souvent c'est construit par des professionnels tels des consultants, on a tendance à voir des choses un peu trop optimistes par rapport à la réalité des faits. Si j'ai vraiment un conseil à donner, ce serait celui-là. Et c'est aussi de faire un document assez synthétique. Ça ne sert à rien de faire un document de 50 pages et s'il y a de la redondance, les informations sont mal structurées, on n'a pas une lecture très claire. Quand vous vous adressez à un financier, il n'a pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture de votre business plan. Et un conseil que je donnerais, en plus du business plan, de le faire accompagner d'un teaser, d'une présentation synthétique qui reprend les éléments clés du business plan et qui va d'abord permettre à un investisseur de tester son intérêt. Une fois qu'on a lu le teaser et qu'on est accroché sur le teaser, on a envie de lire le reste du document. Donc ne faites pas de business plan sans y mettre un teaser, ça va faciliter son exploitation par des financiers. Ne pas mettre des choses mirobolantes, Eric Agbobé, c'est ce que vous disiez il y a quelques minutes également. Tout à fait, c'est un peu le défi au fait lorsqu'on fait le business plan. Vous savez, souvent, avec les petites entreprises, c'est encore plus simple parce qu'on peut encore les coacher. Mais souvent, les grands patrons, quand ils veulent faire des plans d'affaires, ça coûte combien, je donne le financement, faites quelque chose, envoyez-moi, et puis voilà. Il n'y a même pas de lecture. Donc souvent, ça fait que celui qui élabore le plan d'affaires n'a peut-être pas une idée de la réalité du milieu, ni de la vision même du promoteur de l'entreprise. Donc il est important, sincèrement, de ne pas faire de plan d'affaires étant assis dans son bureau. Vraiment d'échanger, de discuter, d'aller sur le terrain, de prendre des informations, de se renseigner. Peut-être pour la petite anecdote, par exemple, il y a un jeune qui m'a approché, qui voulait faire un projet de transformation de cuir. Et il y a toujours le pré-entretien que je fais avant de voir si je peux travailler sur ton plan d'affaires ou pas. Et je lui ai dit, au fait, est-ce qu'il a une idée de tous les ministères qu'il devait rencontrer avant d'avoir les autorisations, notamment sur le traitement des eaux et tout ça. Il était impressionné parce qu'il dit, mais lui, il n'a même pas pensé à tous ces aspects-là. Et je lui ai dit, voilà, nous, notre rôle, c'est ça, mais sauf que moi, je n'irai jamais au ministère à ta place. Je t'enverrai faire des enquêtes, tu viens, on en discute. Et je pense que c'est ça, pour moi, la meilleure procédure pour élaborer un plan d'affaires. Il faut mettre le promoteur dans le challenge, qu'il aille voir étape par étape quels sont les acteurs qui rentrent à jeu dans mon plan d'affaires, parce que demain, s'il a le plan d'affaires, c'est lui qui le défend. Ce n'est pas nous qui allons le défendre, c'est lui qui le défend. Donc plus il s'implique dedans, et plus il peut le défendre sans même le regarder. Bon, ce que je peux dire pour la défense des entrepreneurs, c'est que l'accès au financement est tellement compliqué que souvent, quand on entend parler de
telle opportunité par-ci, on a vraiment envie d'impressionner les investisseurs, d'impressionner le partenaire. Donc, on s'en va mettre des montants exorbitants. C'est vraiment pessimiste, comment je vais dire, optimiste, disons. Nous avons un calcul vraiment optimiste, c'est vraiment pour impressionner. Et comme il l'a dit, et parfois c'est pas du tout la réalité, il faut commencer. C'est pour ça que j'ai dit que rien ne vaut l'expérience qu'on se fait. Il faut pas aller enjoliver les choses, parce que après il y a la réputation qui est même mise en doute. On se dit, il avait parlé dans son business plan qu'il allait faire tel % de bénéfices, que c'était rentable, mais finalement on va te prendre pour quelqu'un qui n'est pas sérieux, mais c'était pas ça. C'est parce que souvent nous faisons face à un problème de l'accès au financement. Je dirais que même maintenant ça va beaucoup mieux, l'accès au financement ça commence à aller un peu. Donc moi, pour ma part, au départ, dès que je voyais appel à projet, je me lançais. Parce que je me dis, ok, c'est difficile d'en avoir, donc il faut tâter tous les terrains, on ne sait jamais. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que non, c'était pas ça. Il faut faire son... Parce que déjà, l'accès même au financement, c'est quoi? Il y a tout un travail derrière que nous négligeons beaucoup, je dirais, pour nous les entrepreneurs, c'est surtout les chiffres. Les investisseurs font beaucoup attention aux chiffres. Il faut que les chiffres que vous mettez sous le business plan soient vraiment des chiffres qui disent la vérité. Donc, il ne faut pas négliger la comptabilité au sein de son entreprise. C'est des erreurs que nous commettons. Moi-même, j'ai fait cette erreur-là. Parce que souvent, on court par-ci, par-là, on n'a pas le temps. Après, on va voir après. Mais l'investisseur, ce qui l'impressionne le plus, ce sont les chiffres. Donc, on ne peut pas aller enjoliver un business plan si tout ce qui concerne les chiffres est faux ou vouloir trop impressionner. L'investisseur sait ce qu'il veut. Il a déjà une expérience, il connaît très bien, il a étudié ton cas. Mais il veut entendre de ta bouche ce que tu vas lui dire. Et au fur et à mesure qu'il t'écoute et qu'il voit, lui-même, il sait que ce pourcentage qu'il voit, ce n'est pas la réalité. Il s'est dit, bon, ok, le projet, il est bon, mais vous avez trop enjolivé la chose. Donc, on va pas vous suivre. Voilà, on va pas vous suivre. Parce qu'il sait que quand vous allez commencer, ce sera un problème pour vous et un problème également pour lui qui a investi. Donc pourquoi perdre du temps? Il préfère aller sur un projet qui est concret, mieux structuré, même si c'est avec une petite pourcentage de rentabilité, il préfère se lancer sur ce projet-là que sur le vôtre. Mais messieurs, justement, en parlant au niveau du business plan, l'aspect financier, je crois qu'il y a des étapes, non? Il faut des options, on parle d'options optimistes, une option moins optimiste, etc. Et les gens n'en tiennent pas compte? Quand on fait l'étude du marché, et on fait l'analyse financière, il y a ce qu'on appelle le compte de trésorerie et le plan de remboursement. Le compte de trésorerie te dit combien tu peux mobiliser le mois et dans l'année. Et le plan de remboursement te dit, avec ta capacité sur le marché, combien tu peux payer à la banque, combien tu peux investir dans la ressource humaine, combien tu peux mettre dans l'amortissement et combien tu peux mettre dans les autres aspects liés de la vie courante, la gestion courante de votre entreprise. Et tout cela montre que vraiment vous pouvez faire des profits ou bien vous pouvez faire des pertes. Et il y en a qui, peut-être depuis le départ, pour la première année, qui optimisent les profits à ce niveau. Si à la création de votre entreprise, vous partez soit sur la base d'une dette ou un prêt bancaire, ou bien même à moitié prêt et moitié subvention, vous optimisez le succès, c'est-à-dire votre capacité de remboursement en moins d'une année, ou bien en moins de 18 mois, vous risquez vraiment d'être en contradiction totale avec votre plan d'affaires. Et cela joue beaucoup sur les jeunes. Comme Mohamed l'a dit, voilà, ils se lairent, au fait, beaucoup de jeunes se lairent. Mais pour pallier à ce problème, il faut être beaucoup réaliste. Pour être réaliste, si vous ne prévoyez pas les obstacles, sinon les défis liés au démarrage ou à la croissance, à la phase de la croissance de votre entreprise, parce que la phase de démarrage et la phase de croissance sont différentes de la phase du développement. Et les entreprises avant 5 ans sont dans une phase de démarrage. Et cette phase de démarrage est parsemée par beaucoup d'obstacles
qu'il ne faut pas ignorer. Donc, il faut rester sur terre et se dire que, bon, mon investissement, le coût financier, vraiment, et avec mes capacités de remboursement et les capacités de relance juste après le remboursement, vraiment laisser réduire les marges. Oui, parce qu'on a vu que les entreprises, plus de 90% des entreprises disparaissent en Afrique 5 ans après leur création. Eric Abobé. En fait, moi, ce que je veux ajouter pour compléter, M. Diakité, au fait, on a un gros challenge dans la partie financière, c'est les hypothèses. Vous savez, dans le plan d'affaires, il y a des hypothèses qu'il faut émettre pour expliquer comment est-ce que tu comptes faire tes recettes, tes charges. Et il m'arrive, avec les jeunes entrepreneurs, souvent de passer 2, 3 jours, 4 jours de travail cumulé, rien que pour déterminer le coût de revient de leurs produits, parce que beaucoup ne le savent pas. Alors que tout part de ça. En fait, si tu connais ta marge, tu sais comment tu exploites ta marge pour couvrir les autres charges. Et souvent, prenons l'exemple du jus par exemple, il faut connaître même le coût de l'eau que tu prends pour faire du jus, c'est combien ça te coûte. Et beaucoup ne le savent pas. Et souvent, pour faire le travail, pour les impliquer dans ce processus, ça demande toute une éducation financière qu'il faut refaire. Donc, le plan d'affaires en soi, l'élaboration du plan d'affaires en soi est une vraie formation, tant sur la partie financière que sur les autres parties. Donc, c'est un vrai challenge au niveau de la partie financière. Après, maintenant, une fois qu'on a ces marges, on utilise ces marges maintenant pour éventuellement couvrir, voir la possibilité de couvrir éventuellement toutes les charges qui ont été énumérées, notamment les salaires, les amortissements, ainsi de suite. L'Afrique, les jeunes entrant sur le marché du travail chaque année représentent 10 à 12 millions par an. 3 millions d'entre eux seulement obtiennent un emploi salarié. C'est dire que l'entrepreneuriat devient l'une des rares alternatives, comme vous pouvez le voir sur cette infographie. Madame Gabdo Guindo, vous avez été accompagnée. Comment est-ce que vous avez pu matérialiser votre plan d'affaires? C'est vrai, vous avez conçu votre plan d'affaires, vous êtes allé à quelle étape? J'allais dire l'étape finale non, mais disons l'étape suivante après avoir validé votre plan d'affaires, c'était laquelle? Donc après la validation du plan d'affaires, donc il faut mémoriser maintenant parce qu'il y a le comité qui est là, il faut défendre le comité et montrer qu'on maîtrise le projet en question. Donc après cela, comme je l'ai dit, il faut être concret. Après la validation devant le comité, maintenant on a l'étape du décaissement et c'est là où il y a tout un travail derrière parce qu'il faut respecter à la lettre le plan d'affaires. Donc même quand il y a des facteurs externes qui sont là, il faut essayer de trouver une solution. On va respecter ce qui est dans le plan, essayer de trouver d'autres solutions, rajouter cela à ce qui est dans le plan d'affaires et continuer avec son projet en question. Monsieur Modibo Diakité. Nous, quand on finit l'étape de plan d'affaires, on dit aux jeunes, on ne fait pas de son projet ce qu'on veut. Vous restez pas seulement non collé à votre projet d'entreprise ou votre business plan, mais vous devez être ouvert à la formation continue et se mettre à jour. Parce que c'est là où beaucoup de jeunes sont rattrapés. En mine de rien, un jeune peut perdre beaucoup d'opportunités. Un entrepreneur, c'est de savoir saisir des opportunités. Tu as des opportunités, si tu ne sais pas les saisir, tu n'es pas un bon entrepreneur. Donc les jeunes se disent, j'ai un financement, j'ai un bon plan d'affaires, mais les opportunités, quand ça arrive, ils ne savent pas le saisir. Et du coup, c'est un problème. Et la formation continue des entrepreneurs et surtout leur coaching. Parce qu'il y en a qui pensent que quand je gagne de l'argent, ça suffit. Non, une chose est de gagner de l'argent dans son entreprise, mais une chose est de savoir comment investir dans son entreprise. Et là, après, quand vous faites un plan d'affaires sur 3 ans, au terme des 3 dernières années, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il faut continuer avec le même contenu, la même façon de faire? Donc, beaucoup de jeunes ne réfléchissent pas à ça. D'autant que les entreprises en croissance, mais les entreprises développées, et ils continuent à investir dans leurs entreprises, mais en ayant quand même leurs conseillers ou bien les spécialistes dans leur domaine qui leur viennent de temps en temps discuter avec eux par rapport aux opportunités et les possibilités d'investissement. Et sinon, actualiser même leur plan d'affaires. Donc, les jeunes doivent continuer à actualiser le plan d'affaires s'il faut un plan d'affaires sur 3 ans. Et quand
après le remboursement et tout le réinvestissement, ils doivent quand même continuer à penser comment est-ce que je peux me perfectionner, comment se faire une vision par rapport à l'avenir de leur domaine d'activité, et cela manque beaucoup à nos jeunes. Éric Abobé. Bon, déjà, moi, je vais peut-être revenir un peu aux bases. Déjà, c'est de dire aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, déjà de chercher à comprendre c'est quoi un plan d'affaires. Pourquoi est-ce que je dois m'impliquer dedans? Pour moi, déjà, ça, c'est la base. Maintenant, une fois qu'on a ce plan d'affaires, il faut éventuellement penser à la partie décaissement, comment est-ce que je trouve les fonds. Et pour la petite anecdote, moi, j'ai demandé à un entrepreneur, va travailler en tant que salarié, mets en place ton apport personnel et ensuite reviens pour qu'on t'accompagne, par exemple. L'employabilité, pour moi, c'est pas un frein à l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, je pense que c'est important pour ces jeunes, en tout cas qui veulent commencer, d'avoir un plan d'affaires, surtout, et comme M. Dacté l'a dit, de pouvoir le mettre à jour au fur et à mesure qu'on avance dans ces activités. Merci madame, merci messieurs d'être passés sur le plateau d'Entreprendre. Je rappelle que j'ai eu pour cette émission madame Gabdo Guindo. Elle est la promotrice de l'unité de transformation de produits agroalimentaires Nimaba qui n'est autre que la nouvelle initiative malienne de boissons et d'aliments. Merci madame Guindo d'être venue sur le plateau. Merci monsieur Modibo Diakité, président de l'association pour le développement socio-économique et technologique de la jeunesse ADEJ. Merci donc d'être venu sur le plateau. Merci à notre invité spécial, monsieur Éric Agbobé, directeur associé à Impact Hub Bamako. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TNO.